Métanéo, enjeux, cas d'usage professionnel et technologies du métavers. Présenté par Philippe Nieuwboer. Bonjour à tous, bienvenue sur Métanéo. Métanéo, le podcast dédié au métavers dans les environnements B2B. Je suis très heureux de vous retrouver, accompagné aujourd'hui de Christophe Bianchi. Christophe, bonjour. Bonjour. Alors, vous Bonjour êtes Philippe. Chief Technologist chez Ansys. Peut-être en deux mots très rapides, Ansys, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? Alors Ansys, c'est une société qui a 50 ans et qui est spécialisée dans la simulation numérique. Est-ce qu'on peut comparer à ce que font les gens d'Asso Systèmes, par exemple, peut-être plus connus? On est de la même famille, très très spécialisée dans toutes les physiques. On s'intéresse aux phénomènes physiques. Parfait. Alors, on va parler du métavers parce que c'est le mot à la mode, mais on va surtout expliquer que finalement, le métavers, on en fait peut-être depuis déjà très longtemps sans vraiment s'en rendre compte. Quand on parle de métavers et par exemple de jumeaux numériques, parce que derrière la simulation, j'imagine, vous travaillez sur des jumeaux numériques, est-ce qu'on parle de la même chose finalement? C'est une très bonne question, Lee. En fait, je vais vous donner notre point de vue qui est spécifique aux applications de la simulation dans le métavers. Pour nous, le jumeau numérique, c'est ce qui permet de modéliser le comportement réel, true to physics, comme on le dit, d'un objet étudié, en général après sa conception ou pendant son utilisation. Si je prends un simple exemple, dans les voitures électriques, il y a de grosses batteries qui ont des milliers de cellules. Pour anticiper le risque d'emballement thermique, qui est un risque extrêmement grave, ou pour les optimiser, on a besoin de créer un modèle qui représente exactement ce qui se passe et qui crée des capteurs virtuels là où on ne peut pas en mettre. On ne peut pas mettre des dizaines de milliers de capteurs sur notre truc. Et ça permet, en fonctionnement, soit sur le cloud, soit ce qu'on appelle on the edge, c'est-à-dire dans le véhicule, de savoir exactement ce qui se passe pour piloter, pour optimiser la sécurité et la performance. Ça, c'est le jumeau numérique. Le métavers, ça correspond plutôt à un environnement de conception collaboratif qui permet de modéliser à la fois l'objet et leur environnement et les interactions entre le produit en cours de conception et son environnement. Alors, à un certain sens, c'est une version plus généralisée de ce qui existe déjà avec les simulateurs de vol ou de conduite. Et c'est grâce à l'accès quasi illimité à des ressources de calcul sur le cloud qu'on peut le faire aujourd'hui depuis n'importe quel ordinateur. En fait, le métavers va utiliser des jumeaux numériques pour permettre d'en extraire toute leur potentialité et comprendre leur fonctionnement. Alors, vous êtes chez Ansys spécialiste donc de la simulation numérique. La simulation numérique, on peut pas dire que ce soit quelque chose de très nouveau. On en parle depuis des années, voire des décennies. Ça a commencé avec des choses très très simples, la conception assistée par ordinateur, etc. Aujourd'hui, en 2022, c'est quoi la simulation numérique? C'est quoi l'état de l'art? La simulation numérique, comme vous l'avez dit, c'est un moyen de calculer et de prédire les phénomènes physiques qui impactent les performances et les caractéristiques de ce que l'ingénieur de conception développe. C'est ce qui permet d'apporter la réalité dans réalité virtuelle et réalité augmentée. Sinon, on est en fait plus dans un concept qu'autre chose. Sans simulation numérique, on est dans le domaine de la fantaisie, plutôt de la domaine de la réalité, on aime à dire. Et si je prends l'exemple, si on veut comprendre les distorsions qu'amène la pluie ou la neige sur la qualité des informations qu'un lidar va donner à votre véhicule pour sa conduite autonome, c'est extrêmement important pour la sécurité du véhicule, c'est très très compliqué à modéliser. La simulation permet de s'affranchir, de créer des prototypes et de les tester pendant des heures et des heures sur des kilomètres. Donc c'est quelque chose qui existe pour nous depuis 50 ans. Mais ça devient un outil incontournable et indispensable de l'ingénieur d'aujourd'hui parce qu'on ne peut pas se permettre de faire des prototypes pour tout, soit parce que ça coûte trop cher, soit parce que c'est impossible. Si on prend l'exemple de la sonde DART que la NASA a réussi à faire percuter l'astéroïde Dimorphos il y a quelques jours, on ne pouvait pas tester le fait que ça allait réussir. Donc il a fallu simuler pendant des heures et des heures pour comprendre comment piloter, qu'est-ce qui allait se passer dans l'espace, qu'est-ce qui allait se passer quand cette sonde allait percuter l'astéroïde. Ça Alors, sont vraiment les applications. si on reste justement sur cet exemple excellent, comment est-ce qu'on fait pour simuler alors que j'imagine la réaction de l'astéroïde, on peut pas le connaître. Donc, j'imagine qu'on a des hypothèses, on fait tourner des scénarios et on voit comment ça va se passer. Tout à fait. Donc, on ne connaît pas, mais on connaît un certain nombre d'informations. On a des informations sur l'astéroïde. On connaît sa composition chimique grâce au télescope. On connaît sa forme, son volume, on connaît sa vitesse. On connaît les lois de la physique qui s'appliquent dans l'espace. On commence à les connaître assez bien. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est transformer les lois de la physique en modèles mathématiques. Alors, ça a été fait
à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe, par les grands physiciens, à l'époque de la période des Lumières, mais on va en fait prendre ce modèle que l'on a créé, ce jumeau virtuel de l'astéroïde, ce jumeau virtuel de la sonde DART. Dans un environnement qui représente l'espace, on va créer un scénario, c'est notre métavers de ce qui se passe dans l'univers réel, et on va ensuite créer différents scénarios et les faire percuter et regarder si ce qui, selon les lois de la physique, est censé se passer. Et donc petit à petit, on affine les modèles pour être vraiment au plus précis de ce qui va se passer. Après, bien entendu, ça va dépendre de la capacité de calcul qu'on va mettre derrière pour faire des calculs les plus précis possibles. Mais en théorie, on peut prédire de manière extrêmement précise, si on prend en compte tous les phénomènes possibles, ce qui va se passer au moment de l'impact. Et alors c'est bien là, c'est peut-être important de le répéter, ce lien finalement entre la simulation numérique d'un objet, d'une voiture, d'une fusée, d'un avion, et puis ce début de métavers où finalement on rajoute une astéroïde, on pourrait, si on est dans le monde de la conduite, on a la voiture, mais on va lui rajouter un bus devant, puis on va rajouter des piétons, puis on va rajouter, et finalement tout ça nous fait un mini-monde virtuel qui nous permet de mieux en mieux de prédire les choses. C'est ça le début du métavers industriel en fait. Tout à fait. On est passé de l'objet au système, et maintenant on passe à un système de systèmes, et on va simuler des missions. Dans notre terminologie, dans notre jargon, on appelle ça Digital Mission Engineering. On va considérer qu'on doit comprendre ce qui va se passer au cours d'une opération qui va être influencée par l'environnement, d'autres acteurs, d'autres paramètres qui ont leur propre vie, et donc qui vont interagir avec ce que l'on est en train de concevoir. Et alors d'un point de vue technologie, on utilise aussi, parce que les simulations numériques au début c'était sur des écrans, on voyait des choses en 3D mais c'était sur un écran en 2D. Aujourd'hui, est-ce qu'on rajoute donc cette notion de réalité virtuelle ou de réalité augmentée à cette simulation numérique? Elle est essentielle pour deux raisons. Je vais prendre un exemple assez différent mais qui illustre bien les choses. On est dans la préparation opératoire en chirurgie. Et un chirurgien doit vouloir positionner correctement un stent sur l'aorte d'un patient. Aujourd'hui, l'état de l'art, c'est du métavers. C'est-à-dire qu'il va avoir des lunettes de réalité augmentée ou un appareillage de réalité virtuelle, se trouver dans une situation équivalente à l'opération, guider le stent jusqu'à l'aorte, mais pas n'importe quelle aorte, celle qui a été créée en modèle numérique à partir d'IRM du patient. Donc c'est vraiment le modèle exact du patient qui va opérer, et vérifier que son acte opératoire, le cheminement de l'aorte et son déploiement correspondent à son objectif et son atteinte, et qu'il n'y a pas de problème. Ça permet de sauver la vie de patients, puisqu'on a préparé avant en ayant utilisé le métavers, qui est en fait simplement un univers virtuel où on représente à la fois le patient réel et l'objet réel, mais sous leur forme virtuelle, entre les mains d'un vrai chirurgien qui fait son acte tel qu'il le ferait et tel qu'il le fera à la suite sur le patient. Ça, c'est vraiment l'évolution. Ça veut dire que le chirurgien, il est dans une vraie salle d'opération avec son équipement. Il n'est pas assis dans un fauteuil, quoi. Il transpire, il a les lumières, etc. Il a ses gestes, il va prendre les objets, mais on n'a pas encore le patient devant lui. Mais par contre, c'est la réalité augmentée d'un patient virtuel, jusqu'à un point où on peut aussi amener, lors de l'acte opératoire, des informations, une augmentation d'informations avec des lunettes de réalité augmentée. Et c'est pas de la science-fiction. Il y a une jeune société à La Rochelle qui s'appelle Abyss Medical, qui a développé et qui fait la promotion du métavers pour la chirurgie orthopédique, et qui fournit ce genre d'assistance et d'outils pour réaliser tout ça basé sur de la simulation, puisqu'il faut que les informations sur lesquelles le chirurgien va faire ses choix soient le plus précises possible. Et c'est là la différence entre GTA sur PlayStation et un véritable outil de métavers industriel, c'est qu'on ne peut pas se permettre de mettre en danger la vie du conducteur ou du patient ou du piéton dans ce que l'on décide. Alors vous avez mentionné donc ces lunettes de réalité augmentée. On se rappelle des Google Glass il y a plusieurs années qui avaient fait beaucoup de bruit mais qui finalement n'avaient pas trouvé leur marché. Et puis finalement, quand on regarde aujourd'hui les annonces prévues ou anticipées, que ce soit de chez Oculus où on parle d'un casque pro, Apple qui nous
laisse supposer qu'on va être vraiment dans le domaine du professionnel avec des prix très élevés. Est-ce que finalement tout le monde n'a pas enfin compris ça, que la priorité c'était pas de s'amuser avec des Playmobil qui sautent dans tous les coins, que c'était pas là qu'était le marché, mais c'est dans des applications sérieuses, professionnelles, génératrices de valeur, et donc qui utilisent des appareils de bonne qualité, éventuellement chers. Oui, alors j'ai tendance à être super optimiste et je ne serai pas aussi catégorique que vous, Philippe, mais il est vrai qu'aujourd'hui, à moyen terme, à court et moyen terme, l'utilisation des casques immersifs de réalité virtuelle, de réalité augmentée, elle est très professionnelle, elle est très ancrée vers le professionnel, ne serait-ce que par le coût de machine de la mise en œuvre, mais aussi parce qu'il y a un nombre d'applications pour lesquelles ces technologies sont essentielles. Le design collaboratif pour un ingénieur, la santé. Maintenant, si on étend ça à d'autres domaines qui sont peut-être moins industriels, le gaming, la visite virtuelle de musées ou de e-tourisme, l'éducation aussi, puisque quand on parlait, en fait, le pendant de la préparation opératoire, c'est aussi la formation des médecins qui peut se faire avec ces engins-là. Donc, on a en fait petit à petit un déploiement de ces casques immersifs qui va se faire de manière de plus en plus large. Mais à mon avis, et c'est un point de vue très personnel, la technologie évolue très rapidement et je pense qu'elle va évoluer de manière radicale. Quand on voit aujourd'hui n'importe quel véhicule qui sort, l'affichage tête haute est standard. Alors l'affichage tête haute, et c'est quoi? C'est un petit peu ce qu'on avait vu avec ces premières lunettes, avec des informations en permanence de réalité augmentée qu'on a sur. Moi, je porte des lunettes. Je suis persuadé que dans un horizon très court, j'aurai mon métavers qui tourne en parallèle et qui me donne des informations dans l'environnement dans lequel je suis qui sont pertinentes pour moi, en espérant que ce n'est pas de la publicité. Voilà. Il y a un point quand même important. Beaucoup critiquent le métavers et toutes ces technologies-là pour le côté absence de sobriété énergétique, où on se dit finalement si c'est pour passer 4 heures dans un monde virtuel avec des tas de serveurs qui font la même chose que ce qu'on ferait pour un coût plus faible, c'est peut-être pas très utile. Dans le métavers professionnel que vous avez évoqué, là au contraire, on va sans doute économiser de l'énergie parce qu'on fait moins de prototypes, on fait moins de tests, donc on consomme moins sur un serveur que si on fabriquait un train dans la vie réelle. Tout à fait. La notion de sobriété et d'éco-conception, le domaine virtuel, la simulation, ne pas faire des prototypes, mais aussi intégrer beaucoup plus de choix et de potentiels différents de conception pour concevoir non seulement le produit dans son usage initial, mais comme on dit, from cradle to grave, de la naissance au décès et à la réutilisation. Les notions de recycling, upcycling, downcycling doivent être prises en compte. Or, si on se trouve dans un environnement virtuel qui permet de concevoir et de reconcevoir le produit à la fin de son existence, je pense qu'on a quelque chose de très vertueux dans la création. Et puis, ça utilise effectivement des ressources de calcul importantes, mais on voit les efforts qui sont faits, et parmi nos clients aussi, dans le domaine semi-conducteur, d'architecture et d'infrastructure de calcul de moins en moins gourmand. Tous les ans, on est en train de voir une réduction de 30 à 40% de la consommation pour une puissance de calcul égale. Donc on arrive à un équilibre vertueux dans ce domaine. Allez, une dernière question parce que c'est vraiment passionnant. Si on parlait un petit peu des métiers, les ingénieurs, on les imagine avec le crayon sur l'oreille et puis des tables à dessiner, etc. Aujourd'hui, j'imagine ça a déjà bien changé. Mais est-ce que demain, nos ingénieurs vont devenir des développeurs métavers en 3D? Est-ce que c'est ça le futur de l'ingénieur? Alors, la technique 3D, c'est un nouvel outil pour les ingénieurs, comme il y en a beaucoup d'autres. Et c'est un outil qui doit être maîtrisé et compris par l'ingénieur. C'est surtout un outil collaboratif. Avoir la capacité d'avoir plusieurs personnes qui interagissent sur une représentation tridimensionnelle est important. À notre niveau, la simulation apporte quelque chose de plus. Elle apporte d'une part la réalité, donc on voit réellement ce qui se passe et réellement comment ça se comporte en déformation, en échauffement thermique, en écoulement laminaire quand on fait de l'analyse de fluide, mais aussi elle permet de zoomer très très fin jusqu'à l'analyse moléculaire pour les matériaux ou très très haut, comme on en a parlé avec DART et cette sonde et l'astéroïde. Et ça, ces outils-là, c'est un nouvel outil pour l'ingénieur. Mais le rôle de l'ingénieur reste le même, c'est l'innovation. Et on lui facilite simplement le travail en donnant accès plus facilement aux informations essentielles pour faire ses choix. Est-ce que ça veut dire quand même qu'en termes de formation, les ingénieurs de demain, ceux qui sont en train d'être formés, on leur apprend des choses différentes, des choses nouvelles?
Tout à fait. Aussi bien dans ce domaine-là que dans le domaine aussi extrêmement rapide en évolution de l'intelligence artificielle et du machine learning. Aujourd'hui, un ingénieur n'a pas la même formation que celle qu'on a pu avoir il y a quelques décennies, et c'est tant mieux. Parfait, Christophe Bianchi, merci beaucoup. C'était absolument passionnant de nous faire découvrir en effet en quoi le métavers, des Playmobil qui sautent, c'est pas peut-être le futur numéro un, qu'il y a peut-être d'autres choses beaucoup plus intéressantes et créatrices de valeur à faire dans le monde industriel avec les jumeaux numériques, la simulation, etc. Je rappelle donc, Christophe Bianchi, que vous êtes Chief Technologist chez Ansys et manifestement vous connaissez bien le sujet, donc on mettra le lien également pour que nos auditeurs puissent vous contacter s'ils ont des projets dans ce domaine-là et pour que vous puissiez leur expliquer tout ça au-delà des 10-15 minutes que nous nous sommes accordés. Merci beaucoup, Christophe. Un très grand merci, c'est un vrai plaisir. Merci à tous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles interviews sur Métaneo. Ce podcast vous est présenté par Métaneo. Retrouvez toute l'actualité sur www.metaneo.fr.